Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de filles. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes et qui accompagne les entreprises engagées. Aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Tiffany Cooper. Tiffany Cooper est illustratrice et son trait est reconnaissable entre tous. Comme souvent dans les métiers créatifs, les choses elles sont rarement linéaires et commencent souvent avec un blog. Tiffany, elle n'a pas publié ses albums en un claquement de doigts. Son histoire, elle est faite de rencontres, de hasards, d'audace, beaucoup d'audace. Alors je sais, ça peut sonner cliché, mais elle en parlera mieux que moi. Surtout quand les rencontres sont celles avec Karl Lagerfeld ou le magasin Colette. On pourrait dire d'ailleurs feu Colette et feu Karl, mais Tiffany, elle est toujours là. Il y a eu aussi parfois des échecs, des déceptions, mais non seulement elle sait en parler simplement et avec humour, mais en plus, elle a su le retranscrire dans ses livres et ses dessins, et c'est poilant. Alors quand en plus, elle a écrit un album qui s'appelle Home Sweet Home et qui traite notamment de la charge mentale, autant vous dire qu'on était faites pour se rencontrer. Bonjour Tiffany, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien aujourd'hui, merci. Bah, écoute, super. Dans la petite recherche que j'ai faite sur toi, sur ton parcours, j'ai vu que tu avais étudié aux Arts Déco de Strasbourg, mais qu'au début de ta carrière, tu as préféré travailler comme assistante de galerie, vendeuse et coordinatrice retail pour des grandes marques, et plutôt que de te risquer à un job créatif. Bon, la dernière partie de la phrase, plutôt que de se risquer à un job créatif, c'est tiré, je crois, de... Bon, j'ai trouvé ça sur Internet et je voulais OK. savoir, est-ce que tu valides ça et si c'est vrai, pourquoi? Je le valide complètement. Quand j'étais en école d'art, j'étais un peu une touche à tout et je faisais à la fois de la sculpture en tissu, mais aussi de la vidéo, du dessin et cetera et les profs à l'école me disaient: «C'est super, tu es douée en tout, mais aussi un peu douée en rien, du coup» et en fait, le truc, c'est que j'étais fascinée par le travail des autres élèves à l'école. Je passais mon temps à fureter dans toutes les salles de l'école parce qu'il y avait plein d'artistes qui faisaient plein de choses, géniales. Et Ouais. en fait, c'est là que j'ai eu l'idée de devenir enfin je voulais devenir commissaire d'expo. Parce qu'en fait, moi, exposer mon travail, j'avais pas le sentiment à l'époque d'avoir des choses à dire et j'avais pas trouvé encore mon médium. Par contre, j'adorais le travail, des autres. En tout cas, j'étais très facilement enthousiasmée et je me suis dit: «Bah, c'est souvent des gens qui étaient un peu enfermés dans leur atelier, un peu timides et tout», alors que moi, j'ai toujours eu cette aisance un peu, sociale et je me suis dit: «Bah, tiens, j'aimerais bien faire, un métier qui est de mettre en valeur les artistes» et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans une galerie d'art, dans l'espoir de devenir commissaire d'expo, mais finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Mais en fait, quand tu étais du coup aux Arts Déco, tu étais déjà, j'imagine tu dessinais déjà beaucoup ou pas tant que ça? Oui, je dessinais beaucoup, je dessine depuis toute petite, depuis que j'ai 3-4 ans, je dessine beaucoup et quand j'étais petite à l'école, l'anecdote c'est, j'étais tellement douée en dessin, enfin en tout cas selon les critères des autres, hein, que j'échangeais mes dessins contre des chewing-gums et des trucs comme ça parce que c'était toujours la maîtresse qui disait: «Tiffany va nous faire un beau dessin» Ouais. et donc j'avais un peu compris que c'était, que j'avais une facilité là-dedans. Je m'en rendais pas trop compte, mais en tout cas, je voyais l'effet sur les autres et du coup, j'ai toujours un peu dessiné, mais j'ai jamais pris ça au sérieux. J'ai jamais eu la prétention, étrangement, de penser que je pourrais en faire un métier. Jamais. Ouais. Quand tu étais aux Beaux-Arts, est-ce que tu étais déjà à dessiner un peu des scènes que toi tu vivais? Est-ce que toi tu te mettais déjà un peu en scène ou pas du tout? Oui, j'ai retrouvé un cahier, j'ai des petits dessins un peu cartoon où il y a mon personnage, mais le style a un peu changé, hein, mais c'était à peu près, la même chose, sauf que j'avais mes dessins, je crois que j'avais pas de nez, c'était que des points pour les yeux, bref, c'était assez schématique. Mais je faisais des petites scènes un peu humoristiques, j'avais fait ça et franchement, j'ai une cousine qui m'avait dit: «Mais franchement, c'est ce que tu as fait de mieux, tu devrais, faire de l'illustration» et ça m'a toujours fait rire ce genre de phrase parce que j'étais là: «Super, tu chantes bien sous la douche, tu vas devenir Beyoncé». Heu, Ouais. moi, je faisais des petits cartoons, mais je faisais aussi de la peinture, je faisais aussi de la vidéo. À aucun moment, j'ai voulu m'enfermer dans l'illustration. Ça m'amusait, mais c'était pas, ce qui m'intéressait le plus, en tout cas à cette époque-là, quoi. D'accord. Et donc là, tu finis les Beaux-Arts, tu commences à bosser dans cette galerie et Donc je finis les Arts déco Strasbourg, ouais, je vais à la galerie, Valois, Art contemporain ouais.
Je bosse 1 an et en fait, les assistants de galerie, l'avantage, c'est que tu es un peu polyvalent. Tu fais un peu de tout à la fois. Tu fais des tableaux Excel, à la fois, tu fais des accrochages. Et un jour, j'ai fait des accrochages de Villègle toute seule avec mes clous et mon marteau. À la fois, tu gères des salons à l'étranger, etc. Et en fait, j'étais très jeune, j'avais 22 ans et c'était mon premier boulot. Et en fait, ils voyaient que j'étais très enthousiaste et du coup, ils m'ont fait confiance sur pas mal de trucs. Et donc, j'ai adoré travailler dans ce milieu-là. Par contre, au bout d'un moment, ça avait ses limites parce que j'étais plus au contact des artistes, mais surtout au contact des collectionneurs. Et Ouais. c'était une autre ambiance. Et du coup, beaucoup l'argent et le candidaton et tout ça. Et ça m'a un peu saoulée, pour être honnête. Ouais. Attends, c'est Euh, quoi le qu'en dira-t-on d'un collectionneur? Comment expliquer? Tout d'un coup, une fois, je me souviens qu'il y avait un artiste dont je tairais le nom qui est rentré. Je savais pas que c'était un artiste. On aurait dit un SDF, sans déconner. Ouais. Et il est rentré en disant «Elles sont où vos toilettes?» et tout. Et j'étais là, mec, dégage. Enfin, j'ai pas dit dégage, mais j'ai dit «Non, monsieur, il n'y a pas de toilette». Et là, la galerie s'est arrivée en disant «Ah, machin, bonjour, comment ça va?» et tout. Et en fait, c'était pas un artiste, c'était un collectionneur D'accord. hyper riche. Mais du coup, tapis rouge, etc. J'ai eu des collectionneurs qui me parlaient parce que j'étais blonde de 22 ans et ils te prennent pour la potiche. Et il y a un mec qui m'a expliqué qu'on avait de la chance, les femmes, parce qu'enfin, notre cerveau allait être de la même taille que celui des hommes et qu'on avait vraiment de la chance. Et Mmh. je crois que c'est ce jour-là, avec ma coupe de champagne dans la main, pendant qu'il m'expliquait ça, que je me suis dit, ouais, tu sais quoi, en fait, je vais, je vais me casser. Parce qu'en fait, là, j'étais trop. Enfin, je me retrouvais pas du tout dans cette mentalité-là. Et puis, je pense que les galeristes, ça fait partie de ces gens qui adorent les artistes, mais qui sont obligés de jouer le jeu des commandes commerciales, ou en tout cas de la séduction commerciale. Et moi, la séduction commerciale ne m'attirait pas du tout. Et donc, j'ai fini par me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire de créatif, mais de plus accessible, ou qui me semblait plus accessible, en tout cas moins prétentieux. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, la mode, ce que j'aime bien avec la mode, c'est qu'à la fois, ça peut être de la haute couture, mais à la fois, ça peut être n'importe qui, avec n'importe quel budget, peut twister un look, etc. Et je me suis dit, bah, tiens, la mode, c'est donc, comme je te disais, je me cherchais. Hein, donc, après Ouais. le dessin, le truc, le commissaire d'expo, je me suis dit, ben, pourquoi pas travailler dans la mode. Et j'ai présenté l'IFM 2 fois et je me suis fait jeter 2 fois par l'IFM. Ouais. Et du coup, en attendant, j'ai trouvé des boulots de vendeuse chez Sonia Rykiel, puis à Imstone. Et Ouais. puis, un jour, j'ai rencontré la responsable des ressources humaines chez Isabelle Marant, qui s'occupait des points de vente. Et j'ai eu un coup de cœur pour elle, elle a eu un coup de cœur pour moi. Et surtout, j'ai vu cet endroit où il y avait Isabelle avec la verrière et je me suis dit, il faut que je travaille ici. J'ai eu Et une attends, intuition mais très forte. c'est pour ça que tu mets un moment sur ton site que tu aimes bien les stylistes en culotte. Parce que, Oui, non, c'est mais Isabelle. oui, je sais, et on verra si on le garde ou pas, ça. Mais moi, On j'ai ne sait une, pas si on peut le garder, ça. Ouais, non, ouais. mais moi, j'ai un copain qui a travaillé chez Isabelle Marant et il me racontait que les séances étaient hyper à la cool et qu'elle essayait ses tenues et qu'elle était en culotte dans le studio. Moi, j'adorais parce que justement, Isabelle, c'était genre, elle mangeait de la choucroute à côté de Emmanuel Halt et de la stagiaire. Et je me sentais complètement à ma place parce que c'était la mode, elle était dans Vogue. Et en même temps, la meuf, elle me tapait dans le dos en me disant «Comment ça va, Tiffany?» Enfin, Mais c'était ça une se voit très, en très bonne plus. ambiance. Oui, ça se voit Elle en est plus hyper cool. dans les quelques images qu'on voit d'elle. Elle est quand même super souriante. Elle a l'air, elle a ce côté simple qui est quand même agréable à voir dans la mode. Et c'est ça. Et surtout, Ouais. encore une fois, il y avait une absence de prétention. Et, euh, et il y avait toutes sortes de physiques aussi chez Isabelle Marant, toutes sortes de looks. Et je me suis sentie complètement à ma place. Et donc, bref, j'ai eu une intuition. Je me suis dit, il faut que je travaille ici. Ouais. Et un jour, donc, je suis un peu au culot. Je l'ai harcelé, c'est pas vrai. Je lui ai envoyé 2, 3 mails et je l'ai rappelé plusieurs fois en lui disant, en fait, je deviens folle à être vendeuse. Comme disait une de mes employeuses, elle me disait que tu es comme un lion en cage. Bah, j'étais clairement sous-exploitée en étant vendeuse. J'attendais le client, quoi. Et en fait, j'ai appelé la fille de chez Isabelle Marant en disant je vous fais votre café, je vous lave vos chaussettes, je m'en fous, mais je veux travailler avec vous. Et un jour, elle m'a rappelé, elle m'a dit bah, je suis enceinte, j'aimerais bien que ce soit vous qui me remplaciez pendant mon congé mat. Et son congé mat a duré 1 an. Et attends, mais Et en c'était en fait, tant que styliste alors? non, en tant que responsable des ressources humaines. Donc, moi, D'accord. j'avais Ouais. aucune formation. J'ai rencontré sa boss, j'y suis allée au culot et elle m'a adoré, sa boss. Et donc, sa boss est devenue ma boss pendant 2 ans et demi. Je suis Ouais. restée là-bas pendant 2 ans et demi. Donc, j'avais 26 ans, je mettais des jeans tie and dye de provincial. Et j'ai débarqué, je m'occupais d'une équipe de 30 responsables, enfin de conseillers de vente, conseillers et conseillères de vente, sur les 8 points de vente Isabelle Marant de l'époque. Parce que maintenant, je pense qu'il y en a plus. Et en fait, j'ai adoré. J'adore le management. Ils m'ont vu arriver. Ils se sont dit, oh là là, elle, on va la bouffer tout cru, je pense. Et en fait, quand ils ont vu que j'étais à fond, que j'étais là pour les aider, leur trouver des solutions, etc., en fait, je me suis fait très vite accepter et ça s'est très bien passé. J'ai adoré cette expérience. Et t'es resté combien de temps 2 ans et demi.
2 Mais ans et demi. ensuite, j'ai eu envie de partir pour des raisons d'inconciliabilité, je ne sais pas comment on dit, mais de mésentente, quoi, D'accord. avec ma direction. Je ne m'épanouissais plus et du coup, j'ai décidé de partir et comme je suis, c'est-à-dire très impulsive et intuitive, je me suis dit, ah, c'est bon, je me casse. Et du coup, je suis partie en rupture conventionnelle et j'ai tout vendu, mes affaires, sauf mes bouquins et mes fringues. Et je suis partie rejoindre mes parents qui étaient en Chine à cette époque-là. Ils avaient une chambre de libre et tout le monde me disait que c'était le futur, la Chine. Ouais. Et du coup, je suis partie en Chine et je suis rentrée 5 semaines après. Voilà. Mais est-ce que tu dessinais, quand tu étais, que ce soit chez Isabelle Marant ou quand tu travaillais avec les collectionneurs, enfin dans la galerie, tu dessinais encore à cette époque-là ou c'était un truc que tu avais mis de côté? Alors, dans la galerie d'art, je n'ai pas du tout dessiné. Vraiment, je crois que pendant 5 ans, je n'ai pas dessiné. Je ne sais plus de quel âge à quel âge, mais je sais plus. Pendant très longtemps, j'ai pas dessiné. Et en fait, j'ai recommencé à dessiner vite fait. Chez Isabelle Marant, je me souviens qu'il y avait des pochettes mensuelles que je devais donner à la comptabilité et je les illustrais chaque mois. D'accord. Et en fait, elle était venue me voir, la comptable, en me disant, c'était une meuf super branchée, et elle était venue me voir en me disant, non, mais il y a un truc, il faut que tu deviennes illustratrice, il y a un truc et tout. J'étais la meuf, je dessine sur des pochettes de compta, on va se Ouais, calmer. ouais. Et pareil, j'envoyais des feedbacks à la fille du stock, je lui scannais des trucs, non, je lui faxais des trucs, tu vois, à la vieille époque. Je lui faxais des dessins et en fait, un jour, je suis allée dans ses locaux et j'ai vu qu'elle avait tapissé ses murs de mes dessins et c'est là que j'ai réalisé que j'avais fait plein de dessins. Et je me suis dit, ah ouais, bon, en tout cas, j'ai toujours vu que mes dessins plaisaient, quoi. Et à ce moment-là, je dessinais, mais sans aucun sérieux. C'était plus pour m'amuser, quoi. Ouais. Et donc, Voilà, tu pars en Chine, tu reviens 5 semaines plus tard, c'est ça? c'est ça, la honte, dont 10 jours en Australie. Ouais, d'accord. J'étais Pourquoi, là, pourquoi tu dis j'ai la détesté. honte? La honte parce que tout le monde m'a fait une fête de départ. Chez Isabelle Morin, ils m'ont fait une énorme fête de départ. Tiffany part en Chine, Ah c'est oui. extraordinaire et tout. 5 semaines plus tard, j'étais là, là, c'est de la merde. Je rentre à la maison. T'as Et pas aimé, t'as littéralement, pas aimé du tout? ah, pas du tout. En fait, il y a un truc qui m'a choquée là-bas, c'est le fossé, c'est plus qu'un fossé, entre les riches et les pauvres. Et j'avais l'impression d'être un colon, tu sais. Tu arrives, tu es le blanc riche et tu te fais faire des massages à 12 balles et tu as des manicures à 12 balles. Puis un jour, tout est comme ça. Tu as des mecs qui tirent des charrues comme un bœuf. Et puis à côté de ça, tu as des voitures qui coûtent des centaines de milliers d'euros. En fait, je me sentais pas du tout à ma place. Je trouvais que c'était pas du tout aligné avec mes valeurs, quoi. Et puis je parlais pas chinois. Et je veux dire, essaye d'apprendre le chinois, je peux te dire que Non, j'ai pas waouh, envie d'essayer, mais oui, je te crois. respect éternel pour les gens qui savent parler chinois. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu as foutu en fait, à Paris, tu connais plein de gens, t'aimes bien, qu'est-ce que tu es venu te mettre ici, quoi. Et j'ai rencontré des expats, enfin, c'était l'enfer, c'était vraiment, tu vas voir, dans 2 semaines, tu vas danser sur les tables. J'étais là, quoi? Enfin, bref, c'était un espèce de délire, pas du tout ce que je voulais faire, quoi. Ouais, Et donc, tu rentres après ta 5 semaines mes après ta cinq fête de semaines. départ. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, je pars. Donc, mes parents avaient gardé leur appartement en région parisienne. Donc, je m'installe chez eux et je trouve un boulot dans une énorme boîte dont je tairai les noms, un gros groupe de luxe, Ouais. qui me recrute pareil pour un remplacement de congé mat. Je pense que j'ai tellement bien géré le unique entretien que j'ai fait, qui était vraiment un peu débile de faire un seul entretien. Mais bref, ils me recrutent pour être responsable merchandising Europe du Nord. Ok. Je me retrouve à gérer cette marque de luxe de ouf. Et en fait, premier jour, j'arrive et je réalise que la stagiaire, elle connaissait 1000 fois plus de trucs que moi. Et les gens qui m'ont recrutée s'en sont rendus compte très vite aussi. Et du coup, ils m'ont remercié au bout de 5 jours. Donc, la continuité de la loose. Ouais. Et donc là, évidemment, parce que j'étais complètement à la ramasse, j'avais repris un appart de ouf rue du Cherche-Midi parce que j'avais un bon salaire et j'étais là, c'est bon, c'est reparti. J'avais arrêté les Ouais. acédiques alors que j'avais même pas terminé ma période d'essai. Enfin, tu sais, comme on dit, live and learn. Ouais. Et là, ils me remercient et je me retrouve dans le bus pour rentrer chez moi et j'étais là, ah ouais, oh merde, ok, j'ai plus de boulot, je peux plus me permettre de payer mon appart. Qu'est-ce que je fais? Puis je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai jamais été très déprimée, moi, comme personne. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu déprimes et voilà, tu te lamentes sur ton sort ou est-ce que tu en fais quelque chose? Et en fait, je me suis dit, bah tiens, à l'époque, c'était les blogs et pourquoi je ne lancerais pas un blog? Qui paraît un peu obsolète aujourd'hui de dire ça, mais donc c'était il y a 10 ans. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire des histoires sur le milieu de la mode, des histoires personnelles. Je vais les illustrer avec un seul dessin. À l'époque, c'était juste un dessin. J'ai acheté le scanner le moins cher de la Fnac.
à 100 balles. Ouais. Et du coup, une fois que j'ai écrit des histoires, je me suis dit, OK, c'est assez sérieux, tu as envie de le faire, donc vas-y. J'ai scanné mes dessins, je dessinais avec mes pieds. Et j'ai commencé un blog et j'ai fait une page Facebook tout de suite et j'avais genre 50 followers, j'étais trop contente. Et attends, et ça, c'était quoi? C'était il y a plus de 10 ans, du coup? C'était quoi, Ça, dix c'était il y a quinze ans? 10 ans, Ouais, c'était 10 ans. en 2011. Attends, ouais, c'est ça, il y a 10 ans. Et j'ai appelé mon blog le meilleur des mondes possible. Et en fait, j'ai commencé à raconter mes histoires quand j'étais pour aider dans les défilés. Je connaissais la mode sur le bout des doigts à l'époque, donc je faisais pas mal de références et tout. Et j'avais un créneau assez nouveau. Et c'est que je parlais de la mode sans prétention, c'est-à-dire que c'était un personnage assez unisexe, un peu mal dessiné, mais qui parlait de la mode de façon très pointue et Ouais. qui se foutait de la gueule de la mode surtout. Et ce qui était assez nouveau, parce que globalement, personne n'osait se moquer de la mode à l'époque. Et si on parlait de mode, c'était plutôt des Pénélope Bagier, des Margot Motin, c'était des filles très. Des filles dessinées avec des talons, des looks pas possibles et tout. Alors que moi, j'ai toujours eu mon personnage qui avait une marinière, un jean, pas de seins, pas de hanches, pas de talons. Et en fait, je pense que c'était un créneau nouveau. Et c'est comme ça que je me suis fait repérer par Colette après, parce que j'ai eu. Ouais, je me suis mise sur un créneau qui n'existait pas en fait. Ouais. Se moquer de la mode avec des dessins un peu faits avec les pieds, quoi. Maintenant, enfin, quand tu regardes en arrière, tu as l'impression que ça a été facile pour toi très vite dans l'univers du dessin? Ou enfin, comment tu vois ça? Est-ce que tu te dis, ah ouais, j'ai galéré quand même avant d'en arriver là? Ou en fait, En dès que fait, ça a été d'un fluide qui est. Ça m'a complètement échappé. Je veux dire, j'ai l'impression qu'à un moment, je me suis rendu compte que, ah tiens, tu as envie. Enfin, ça s'est fait en 2 ans, quoi. Encore une fois, j'ai fait ça au début. Moi, j'ai fait un blog, mais pour rigoler, en même temps que je cherchais un travail. Et c'est en fait, pareil, j'ai des gens qui me disaient, mais tu devrais te lancer dans l'illustration. Je dis, mais n'importe quoi, je ne vais pas vivre de ça. Et puis, en fait, j'ai envoyé mes dessins à plein de gens. J'ai essayé quand même, tu vois. ouais, Et en fait, un jour, il y a Voici qui m'a appelé et qui m'a dit, on a adoré votre dossier, on voudrait vous commander 8 planches pour l'été. Et c'était, je ne sais plus combien le budget, c'était 3 fois ce que je gagnais chez Isabelle Marant, quoi, de 2 ou 3 fois ce que. Et là, j'étais là, ah ouais, putain, en fait, tu peux en vivre bien si tu t'y prends bien. Et je pense que ça a été un peu un électrochoc. Et en même temps, je crois que 2 jours avant ou 2 jours après, j'avais trouvé un petit job dans une autre marque de luxe comme vendeuse. Et la meuf venait de me virer en me disant, écoute, t'es un lion en cage, c'est insupportable, fais autre chose. ouais. Et du coup, j'étais là, attends, là, il y a quand même un truc, quoi. Et du coup, j'ai osé me lancer dans l'illustration et j'ai été approchée par un agent. Et en fait, tout s'est enchaîné de façon très fluide. En fait, j'y allais au culot et je continue de faire ça, hein. J'envoie un mail à quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler et en général, ça marche parfois, ça marche pas parfois. Mais en tout cas, c'est comme ça que je me suis retrouvée à bosser avec tous les gens avec qui j'ai bossé. Et maintenant, c'est mon métier et ça fait 10 ans. Ouais. Et en fait, c'est arrivé un peu par surprise. Enfin, je suis allée à l'intuition vers mon envie, quoi. J'ai vu aussi, je sais plus, je crois que c'est sur le site de ton agent. Tu dis ce que tu aimes et ce que tu aimes pas, et il est noté à un moment donc que tu n'aimes pas les patrons tyranniques. Alors ma question c'est, est-ce que tu as déjà eu des clients tyranniques et comment ça se passe? Une fois, un très gros client dont je tairai le nom, bien sûr. Oui, bien sûr. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient mon mail direct et du coup, ils me contactaient directement et ils me faisaient faire plein d'allers-retours sur des dessins, alors qu'en fait, mon agent n'était pas au courant. Et donc, je ne savais pas ils avaient le droit à un maximum 3 allers-retours et ils m'en demandaient Ouais. genre 12 par Ah, dessin. Il y avait genre 12 dessins et ils me demandaient 12 allers-retours par 12 dessins, tu vois. ouais. Et un jour, j'ai pété un câble auprès de mon agent et là, elle a compris qu'il passait en direct par moi pour me poser les questions. Et ils m'ont pas respecté pour plein de trucs. Un jour, ils m'ont envoyé des dessins. Je dis, mais c'est pas moi qui l'ai fait ça. Ah, c'est le stagiaire qui a dessiné par-dessus. J'étais là, pardon. Ah, Donc, ouais, il y a un stagiaire qui avait dessiné par-dessus mon dessin. ouais, donc Donc, ça arrive. C'est pas parce que tu réussis et qu'en gros, ah ouais, mais ouais. par contre, en plus, ils m'ont vraiment bien payé. Mais par contre, ils s'y attendaient pas du tout. Ils pensaient du coup qu'avec l'argent, ça passerait. Et en fait, du jour au lendemain, avec mon agent, on leur a dit, enfin, mon agent leur a dit, Tiffany ne se sent pas respectée, on arrête tout. Et du coup, je suis passée, je sais que dans cette boîte de com qui gérait le client, je suis passée pour une espèce de diva de l'espace. Mais si je te donnais les exemples, tu serais choquée. Enfin, Ouais. ils m'ont fait rentrer de vacances une fois pour rencontrer le PDG. Finalement, quand j'étais dans le train, ils m'ont dit, ah, finalement, c'est annulé le déjeuner. Que des trucs comme ça. Et en fait, moi, il y a un moment où il n'y a pas de somme qui justifie ça. Donc, Ouais. du coup, j'ai fini par dire, bah, ça ne m'intéresse plus de travailler avec vous. Mais en fait, juste si c'est pas un truc de diva, c'était un truc de savoir se respecter, quoi. De se faire Oui, oui. respecter. Non, je veux dire, c'est pas parce que tu as, on va en parler après, mais tu as quand même publié plusieurs albums, tu as fait beaucoup de collabs avec des super clients. Ah, En mais à fait, l'époque, ouais. c'était pas trop le cas. À l'époque, D'accord, ouais. c'était un peu en début de carrière. Et du coup, je pense qu'ils se disaient, oh là, la meuf, ça va. Aujourd'hui, du coup,
est-ce que c'est un luxe pour toi enfin, on te laisse en paix et tu peux, enfin, les choses se font de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus, tu pas à gérer ce genre de comportement, j'imagine? J'ai pas du tout à gérer ce genre de comportement, déjà parce qu'on a bien compris avec mon agent comment mettre les choses en place, c'est-à-dire que c'est elle qui gère tout, Ouais. c'est elle qui gère les mails, il y a une transparence totale, les clients la mettent toujours en copie. Dès qu'il y a un truc qui peut me chafouiner, je l'appelle et je lui dis: «Est-ce que tu peux gérer ça?» Et en fait, elle fait firewall, quoi. On s'entend très, très bien, ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble il y a du coup, je peux juste être l'artiste sympa. J'ai pas besoin de jouer la fille qui, relance pour l'argent, Ouais. qui tape des crises. S'il y a quelqu'un qui doit taper du poing sur la table, c'est mon agent et c'est jamais moi. Et du coup, quelque part, ça me protège en termes d'image. Alors qu'à l'époque, le client, j'étais montée au créneau plusieurs fois moi-même. Alors qu'en fait, il ne faut pas faire ça. Si tu as un agent, il est là pour ça. Et tu as toujours la même agente depuis, Ouais. c'est génial ça, depuis Alors, 10 c'est ans, quoi. drôle parce que c'est une fille qui s'appelle Morgane Lefrançois qui a monté en fait, sa mère à l'agence Stephen Illustration et elle a voulu monter son agence d'illustrateur. En fait, sa mère, elle a des pointures un peu comme comment elle s'appelle? Oh là là, bon, j'ai plus son nom. Mais elle a des pointures d'illustration et elle a voulu faire une ligne éditoriale plus jeunes artistes, un peu comme Marc Ouais, Jacobs et Marc by Marc. ouais. Et référence de vieille aussi, parce que je crois que Marc by Marc, ça n'existe Non, plus. ça existe plus, mais c'est pas grave, moi j'ai compris la référence. Si tu as compris. Ouais. Et en fait, du coup, elle a monté son agence. Et en fait, elle est venue me chercher. C'était Morgane, c'était la belle-sœur d'un de mes meilleurs potes à l'époque. Et du coup, on est allé boire un café et je monte mon agence. J'avais même pas compris ce qu'elle voulait. Tu sais. J'étais là, ah ouais, si tu veux, on bosse ensemble. Et puis, j'ai dit, ah, mais en fait, tu veux être mon agent? Oui, ah, ok, cool. J'ai même pas fait de benchmark. Tu sais, j'étais là, ah, cool, ouais, enfin vraiment, YOLO. Ouais. Et en fait, la première année, je lui ai pas rapporté de clients et elle non plus. Et en fait, au bout d'un an, son business a commencé à marcher. Moi, j'ai commencé à bosser avec Karl. Et en fait, ce que j'aime avec elle, c'est que c'est aussi une amie. Et du coup, il y a une très bonne communication. C'est un peu comme un vieux couple. C'est-à-dire Mmh. que parfois, on ne s'appelle pas pendant longtemps. Tout d'un coup, on s'appelle. On parle autant du perso que du pro. On s'est posé nos limites. Enfin, on a une très bonne relation. Du coup, j'ai aucun intérêt à Ouais, changer non, mais d'agent, bien quoi. sûr, mais c'est une belle relation, c'est super. Je pense que tout le monde a envie de. Après, comme toute relation qui dure, ça se travaille. Il y a eu des moments plus ou moins bien, comme toute relation, mais on a toujours work on it, tu vois. Et du Ouais. coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une très bonne relation, je trouve. Et tu parlais là, tu nous as lâché le nom de la rencontre avec Karl. Donc moi, je sais ce qu'il en est parce que j'ai regardé un peu ton travail, etc. Mais est-ce que tu peux nous raconter la rencontre avec Karl Lagerfeld? Est-ce que ça a changé un peu enfin voilà, dans ton travail et voilà. Alors en fait, donc moi au début, si tu veux, je jouais un peu à la dinette en commençant l'illustration. Je fais un blog, finalement, on me propose de faire un bouquin. Enfin, je lance plein de maisons d'édition. Une maison d'édition toute petite me dit, si tu veux, on fait un bouquin. Ah, génial, donc je fais un bouquin. Finalement, il est repéré par Sarah de chez Colette parce que le copain d'une copine qui est venu à mon lancement dit, je connais Sarah, je vais lui donner. Ouais. Sarah m'envoie un mail en me disant j'adore votre livre, je vais le commander pour chez Colette. Donc dis-toi que moi, qui suis née à Grenoble, j'étais là, oh my God, Non la mais, non mais, non mais consécrotion. oui, non mais même sans être né à Grenoble, c'est juste dingue quand Non, on mais si reçoit tu un veux, mail. j'étais pas parisienne. À l'époque, je lisais le WAD, tu vois, encore une Oui, référence de ouais, vieille. oui. Je trouvais ça trop cool. Je suivais les Pedro Winter et les Nadège, machin. Et j'étais là, waouh, tout Colette, c'est le luxe et tout. Enfin, c'est la classe à Dallas et tout. Ouais. Et du coup, j'ai fini par. Donc, elle m'envoie un mail en me disant, ouais, on va prendre votre livre chez Colette, quoi. Alors, j'étais sur le cul. Et en fait, à partir de là, j'étais là, non, mais c'est un peu genre, j'ai des super pouvoirs. Ouais. Et j'étais là, mais attends, mais en fait, si tout ce que je veux peut se réaliser, bah, allons-y, quoi. Et du coup, j'étais là, bah, mon rêve, ce serait de faire un livre avec Lewis Trondheim. Et alors, non, mais ouais, t'inquiète pas, on y va au culot. Et du coup, j'envoie un mail à Lewis Trondheim. Attends, mais c'est Et qui? C'est quoi? Moi, j'ai jamais entendu ce nom-là. Attends. alors, Lewis Trondheim, effectivement, c'est un peu le Johann Sfar bis. Lewis Trondheim, c'est une figure dans la bande dessinée française. C'est un ponte de la bande dessinée en France, quoi. Et genre, tous D'accord. les illustrateurs connaissent Lewis Trondheim. Et genre, si tu as fait un livre avec Lewis Trondheim, c'est comme si tu as fait une collab avec Karl Lagerfeld, mais dans la Ok. BD, tu vois. Lewis D'accord. Trondheim, c'est un nom qui fait un peu peur, genre, waouh, tu sais, un peu respect et tout. Ouais. Et donc, moi, la blonde de, je sais plus quel âge j'avais, 26, 27 ans, je vais faire un livre avec Lewis Trondheim, alors que j'avais un blog de mode, tu vois. Ouais. Et en fait, je lui envoie mon blog et en fait, il m'a répondu. Et du coup, j'ai eu une accroche et il m'a dit, bah, je vois pas de fil de conducteur parce qu'il a une ligne éditoriale chez Delcourt. Il me dit, mais si un jour vous avez quelque chose qui peut me correspondre, envoyez-le moi. Et du coup, je lui ai envoyé, j'ai arrêté de bosser sur le blog pendant 2 semaines et je lui ai envoyé 10 pages d'un projet de bouquin que je voulais faire qui s'appelle Tout va pour le mieux.
Et je lui ai envoyé et il m'a répondu direct. J'adore, voilà, je t'envoie un contrat. Et genre, j'ai signé un contrat et 4 mois plus tard, je devais rendre le livre, quoi. Non, mais tu as dû sauter de joie quand tu as vu son mail. Tu te Ah non, souviens mais je de... n'en pouvais plus, je n'en pouvais plus. Bon, à l'époque, et du coup, surtout, tu as l'impression, encore une fois, d'avoir des super pouvoirs parce que tu es là, non, mais attends, je suis chez Colette, je peux bosser avec Lewis Trondheim, tu vois, genre, c'est hyper exaltant. Bon, par contre, je ne dis Ouais. pas le niveau de stress que je me tapais au fur et à mesure. Ouais. Et surtout que je dessinais, mais n'importe comment. J'ai acheté une tablette graphique, je ne savais pas m'en servir. Enfin, j'ai fait un bouquin dans des conditions, j'ai vécu en ermite pendant 4 mois limite. Ouais. Et je fais ce bouquin avec Lewis, puis du coup, à chaque fois qu'un projet se terminait, j'étais là, ok, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi mon prochain rêve et tout? Et au fur et à mesure, donc Colette, je voulais être en vitrine chez Colette, j'ai fait une vitrine chez Colette. Et en fait, à un moment, je me suis dit, voilà, Karl, je le suivais, Karl Lagerfeld, c'est une icône. Et ce que j'aimais bien, c'est que, comme on parlait tout à l'heure des gens qui ne se prennent pas au sérieux dans la mode, Karl, c'est quelqu'un qui était à la fois d'une renommée internationale et quelqu'un de très respecté, presque craint, et en même temps, qui avait énormément d'humour. Oui. Et il faisait des défilés complètement fous. J'avais adoré son supermarché au Grand Palais. Et j'avais acheté son bouquin Le Monde selon Karl, et avec des phrases où je me retrouvais dans toutes les phrases où il disait qu'en fait, il faut être bête pour s'ennuyer. Qu'il faut vraiment manquer d'intelligence et de curiosité pour s'ennuyer. Et j'étais là, mais oui. Et en fait, il parlait de solitude et de plein de choses. Et en fait, je me retrouvais dans plein de ces phrases. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Et à l'intuition, je me suis dit, tiens, je l'avais beaucoup dessiné sur mon blog et sur les vitrines de chez Colette, tout ça. Et je me suis dit, tiens, je pense que ça peut lui plaire pour sa marque éponyme, parce qu'il a une marque éponyme qui s'appelle donc Karl Lagerfeld, Ouais. vendue dans le monde entier. Et je me suis dit, tiens, bon, Chanel, c'est clair que c'est mort avec mon style de dessin, mais Karl Lagerfeld, ça peut le faire. Et du coup, à l'intuition, j'ai fait tout un dossier j'avais eu quelques articles sur le blog du L à l'époque, sur mon blog, sur ma vitrine chez Colette et tout. Et j'avais envoyé quelques dessins que j'avais faits où tu voyais Karl avant, donc gros, et Karl après, raisin sec. J'avais Ouais. j'avais fait le dessin où Adolf Hitler était jaloux de lui parce qu'il était élu l'homme le plus cool du monde. Enfin, j'ai quand même fait des dessins hyper hardcore et j'ai envoyé. En fait, il y a une fille qui me suivait sur Instagram et je savais qu'elle bossait chez eux. Et je l'ai contactée au culot en lui disant, bah voilà, je voudrais envoyer des dessins à Karl Lagerfeld. Est-ce que je peux vous l'envoyer directement? Elle m'a dit, ah ouais, j'adore ce que vous faites, carrément, envoyez-moi le dossier, je ferai en sorte que ça tombe entre les bonnes mains. Et une semaine après, il y a la responsable de communication de Karl Lagerfeld, qui s'appelle Caroline Lebar, qui a travaillé avec Karl pendant 25 ans, qui m'appelle et qui me dit, bonjour, c'est Caroline Lebar de chez Lagerfeld. C'est là, genre, à moitié en train de t'évanouir. Ouais. On a reçu votre dossier. Mais on adore. Alors, j'ai appelé Karl tout de suite. Je lui ai dit, mais est-ce que vous connaissez Tiffany Cooper? Et il a dit, ah, bien sûr, évidemment. Non, mais c'est vrai. Il connaissait. Et en fait, elle m'a envoyé après. Il a posé devant ma vitrine. Il a posé genre selfie devant la vitrine que j'avais fait pour Colette. Et j'ai appris après qu'il avait acheté tous mes t-shirts que j'avais fait pour Colette pour ses assistants. Ouais. Et qu'en fait, le mec, il me connaissait, quoi. Il avait acheté mes coques d'iPhone que j'avais fait avec une marque où il y avait juste Karl avec son chat. Enfin, et en fait, elle m'a dit, bon, bah, vous emballez pas, mais on aimerait vous proposer de faire une collection capsule, une exposition itinérante et faire partie du Karl Daily, c'est le journal papier de Karl. Ouais, mais attends, mais c'est... T'as quand même J'étais là, beaucoup de trucs qui sont au culot, en fait. C'est ce que tu dis, quoi. mais de ouf. Mais Ouais. en fait, du coup, maintenant, je fonctionne que comme ça pour toi. Franchement, quand tu vois que ça marche. Et en fait, ça a été une joie extraordinaire. J'étais dans un studio d'étudiante, 22 mètres carrés, et j'ai envoyé cette lettre. Et tout d'un coup, tu as Karl Lagerfeld qui veut travailler avec toi. Et du coup, ensuite, c'était génial. J'ai rencontré, j'ai dessiné une collection. Ils m'ont demandé de faire 5 dessins. Je leur ai fait un portfolio de 70 pages. Ouais. La meuf, elle a vu le truc, elle était là, calme-toi. Et en fait, ils ont quasiment repris toutes mes idées. Ils étaient là, mais c'est génial. Ensuite, j'ai rencontré Karl. Il a fait mon portrait. On a fait cette collection. Ils m'ont envoyé au Japon pour faire des dédicaces là-bas. Ma maison d'édition, j'étais chez Marabout à l'époque, m'ont dit, bah, tiens, j'étais en train de faire un livre de contes. Ils m'ont dit, bah, on arrête tout, faisons un livre sur Karl. Karl a dit d'accord. Ensuite, j'ai fait ce livre sur Karl. Il l'a lu, il a dit, c'est génial, banco. Et du coup, et en fait, à partir de là, en plus, Instagram, en même temps, m'avait repéré chez Colette, donc ils étaient en train de gonfler mon compte. Tu sais, ils te mettent en compte recommandé. D'accord. Non, je savais pas. S'ils te repèrent et qu'ils t'aiment bien, je ne sais pas s'ils le font encore, ils te mettent en compte recommandé et tout d'un coup, en gros, en 10 jours, tu gagnes 30 000 followers, quoi. Ouais. Et du coup, ils me l'ont mis 3 fois. C'est très rare. En général, ils mettent les comptes recommandés une fois. Mais ils te préviennent quand ils te mettent en compte recommandé? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Donc, la première fois, j'avais 340 followers et j'étais en train de boire un coup avec un pote et j'avais des notifications encore à l'époque. Je peux dire que ça fait longtemps que je ne les ai plus.
Et mon téléphone, il commençait à être en train de faire de la spasmophilie. Le téléphone était là, comme ça et tout. J'étais là, wow! Et en fait, et 10 jours plus tard, j'avais 30 000 followers. Et j'étais là, OK. Et en fait, à partir de là, ils m'ont aidé à grossir Ta communauté. ma communauté. Et en même temps, j'ai eu Karl. Donc, c'était un espèce de concours de circonstances extraordinaire. Et à partir du moment où tu bosses avec Karl Lagerfeld, la presse du monde entier parle de toi et tout le monde veut bosser avec toi et la Chine et la Corée. Et en fait, et là, du coup, j'ai changé d'appart. Je me suis fait cette année-là un super chiffre d'affaires. Et en fait, à partir de là, c'était génial, quoi. Ouais. C'était vraiment… mais c'est arrivé très, très vite. Mais pareil, le culot. Et Ouais. attends, la question à 1 million, il est sympa, Karl Lagerfeld? Enfin, il était sympa, Très Karl sympa. Lagerfeld? Ouais. Très sympa. Et d'ailleurs, mon livre Karl Secret commence par cette phrase que j'adore. Il dit tout le monde pense que je suis méchant, mais moi, je trouve que je suis une brave patate. Oui, j'ai vu ça. J'adore. Brave patate. Non, mais il y a que… Ouais, je l'ai rencontré en vrai. Et alors, effectivement, la première fois qu'il m'a vu de loin, il ne savait pas à quoi je ressemblais en vrai. Ouais. Il voyait que mon personnage. Et je l'ai entendu dire qui est la jeune femme blonde là-bas Ah, C'est il fait Tiffany bien Cooper. son Et ensuite, accent. je le fais pas assez bien. Mais et en tout cas, on s'est retrouvés à discuter et il m'a montré des photos de son chat sur son téléphone comme s'il me montrait des photos de son gosse, quoi. Il était, Ouais. ça c'est Choupette dans l'avion, ça c'est Choupette nanana. Et j'étais là, oui, oui, tout à fait. Et il m'a fait une blague tout de suite. J'ai dit, je voulais mettre une marinière. Il m'a dit, comme Arnaud Montebourg. Il s'est marré tout seul et tout. Et il est, mais adorable. Une fois, j'ai fait des posters donc pour Carly Wood pour sa boutique qui ont été exposés dans le monde entier. Et en fait, il m'a demandé un tirage exclusif pour lui, qui se sont d'ailleurs vendus aux enchères là. Tu sais, ils ont vendu aux enchères tous ces biens il y a pas Ouais. longtemps. Ils se sont vendus à 36 000 euros. Oh là là. Mes prints. En plus, ils avaient été exposés au soleil, donc ils sont complètement délavés. C'est écrit sur le site de Sotheby's ou je ne sais plus quelle maison d'auction c'est, mais Ouais. bref, ils se sont vendus 30 ou 36 000 euros. Bref. Et donc, je lui avais envoyé ça. Et j'ai des potes au bureau qui me disent Tiffany, tu as reçu un cadeau de Karl au bureau. Et il m'avait envoyé un bouquet. Tu sais, moi, je suis venue le chercher. Mais en fait, il a fallu que je prenne un taxi parce que le bouquet, il faisait 3 fois ma taille. Ouais. Et il m'avait envoyé une lettre avec écrit J'adore votre vision de Choupette et moi. Non, mais c'est un homme d'une générosité incroyable. Et franchement, ouais. Non, non, Pardon, vas-y. excuse-moi. Non, non, je dirais, ça doit être une rencontre de dingue. Est-ce que tu as eu d'autres rencontres avec toutes les collabs que tu as faites qui t'ont marqué comme ça? À ce point-là, non, Ouais, honnêtement. ouais. J'ai rencontré entre-temps tu vois, j'ai rencontré Loïc Prigent, j'ai rencontré des gens assez Ouais, Loïc Prigent, moi, importants dans je la… suis hyper fan. J'adore son Bah ouais, travail, quoi. Loïc Prigent, tu vois. Mais moi, effectivement, je trouve toujours assez impressionnant, tu vois, de rencontrer… justement, pendant un shooting photo, j'avais rencontré différentes stars. Il y avait, je me souviens plus exactement des noms, mais il y avait une des filles Kardashian, il y avait… bref, et donc c'est toujours un peu drôle de toucher Mais un peu oui, ce milieu-là, tu vois, tu es là, et t'as Tiffany Cooper, la meuf qui vivait encore dans un studio, et t'es là, ok, j'ai tout à fait ma place ici. Mais non, ouais, Karl, c'est quand même… tu vois, je suis pas du genre à faire des hommages quand les gens meurent et tout. Ça me saoule un peu quand tout le monde saisit l'opportunité pour faire RIP, Rest in Power, machin et tout. ouais. Mais quand Karl est mort, je me suis sentie obligée de faire un truc. Enfin, pas obligée, mais tu vois, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a tellement permis aujourd'hui d'être visible, d'être connu. Et puis, si tu veux, il m'a reconnu. C'est quelqu'un que j'admire énormément et qui est très important, en tout cas. Et voilà. Et cet homme-là, alors que moi, je démarrais tout juste, il a dit son travail est valable, tu vois. Ouais. Et quelque part, j'ai une reconnaissance éternelle envers lui pour ça, quoi. Est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, enfin, je veux dire, est-ce que quand tu l'expliques, tu changes d'appartement, il y a Colette, la rencontre avec Karl, les voyages en Asie, est-ce qu'on ressent un sentiment d'accomplissement quand on voit ses dessins et en fait son talent reconnu, ou est-ce qu'on stresse toujours en pensant à l'après? Est-ce que tu te dis toujours, bon, alors Ah non, après, à moi, quoi? c'est là que je suis un peu associante. Les gens me disent t'as vachement confiance en toi. En fait, c'est drôle parce que je pense qu'il y a des endroits où j'ai pas du tout confiance en moi et des endroits… Pour moi, c'est très intuitif. C'est juste, j'ai kiffé, quoi. Je me suis pas dit que j'étais pas légitime. Je me suis pas dit que c'était non plus mérité. Je me suis juste dit, c'est trop cool. Enfin, tu vois, je me suis pas inquiétée pour après. Régulièrement, voilà, vu que j'essaie d'en faire une carrière, régulièrement, je me dis, bon, quelle est l'étape d'après? Là, tu vois, je viens de faire un livre, je prépare une série animée. Bon, je sais que j'ai ça. Mais si j'avais pas la série animée, bien sûr, je me dirais, OK, qu'est-ce que j'ai envie de dire maintenant? Avec qui j'ai envie de collaborer? Quelle est la suite que j'ai envie de donner à tout ça? Mais parce qu'il faut toujours voir quelques mois en avance. Mais jamais ça me panique, au contraire, c'est hyper agréable de se dire que tu es maître un peu de ton… À la fois, tu es maître et à la fois, tu sais pas du tout, tu contrôles rien.
Mais en tout cas, tu peux mettre des choses en œuvre et te donner les moyens d'y arriver. Ouais, d'accord. Comment tu arrives à ne pas t'auto-censurer quand tu dessines ou quand tu écris, en fait? Est-ce que tu te dis parfois, on sait que tu as un fils de 3 ans, mais est-ce que tu te dis: «Non, mon fils, il risque de lire ça plus tard», quand tu racontais, on en parlera après, mais de Home Sweet Home, ton dernier livre, comment on fait, en fait, quand on parle de soi, dans ses dessins et dans ses écrits, pour pas s'auto-censurer, en fait, pour se dire: «Allez, j'y vais, je raconte ça», En fait, intuitivement, je pense que il y a une époque où je voulais même pas être sur Instagram, je voulais pas être sur Facebook, j'avais très peur des réseaux sociaux et de la visibilité. Eh bien, les choses ont bien changé. Après, le truc, c'est que je pense que ça, c'est la maturité ou je sais pas comment on dit, ou l'expérience. Je sais très bien évaluer intuitivement ce que je suis prête à raconter et pas prête à raconter. Et après, ça m'arrive encore d'avoir des doutes et du coup, je demande à des gens de confiance. Je demande à des amis de confiance, j'en ai 2, 3 comme ça à qui je demande, ou je demande à mes frères et sœurs en leur disant, OK, ce truc-là, j'ai envie de le partager, mais je suis pas sûre d'assumer. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça m'arrive que les gens me disent: «Oh là là, beaucoup trop perso, ça, c'est pas ta place de dire ça» ou c'est pas jamais personne m'a dit: «C'est pas ta place», mais «Ouais, ça paraît compliqué et tout». Mais en général, les gens me disent: «Ben non, ça vient du cœur, il y a pas de souci, c'est super, tu devrais» et cetera. Et ça m'arrive encore de douter, mais globalement, j'ai un assez bon radar pour savoir ce que je suis prête à raconter ou pas. En fait, le truc, c'est que les gens ont l'impression de connaître ma vie, peut-être, mais en fait, ils connaissent rien de ma vie parce que je raconte pas tout, bien Ouais. sûr. Et il y a plein de choses très personnelles que je partage avec personne. Enfin, en tout cas, pas sur Instagram ni dans mes bandes dessinées. Ouais. Dans ton dernier livre justement, Home Sweet Home, donc home qui s'écrit comme enfin plutôt Home Sweet Home, on va dire. Ouais. Tu t'es penchée sur le sujet de la charge mentale. Comment tu t'es décidée? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «Je veux faire un livre, entier là-dessus»? En fait, je venais de me séparer du père de mon fils. On s'est séparés il y a 2 ans. J'ai déménagé une semaine avant le premier confinement, donc c'était une super bonne année. Et en fait, du coup, je me suis retrouvée, comme tout le monde, dans le chaos de la pandémie mondiale et en même temps à gérer ma première rupture amoureuse avec l'homme qui je pensais être l'homme de ma vie. Donc c'était incroyablement douloureux Ouais, et je me suis laissée vraiment, plusieurs mois pour, me remettre un peu de mes émotions, vivre, accueillir toutes les émotions, mais aussi lire et ne pas me plonger dans le travail, dans un nouveau projet tout de suite. Et c'est au bout de 6 8 mois que j'ai eu, à force de lire des livres féministes, que je m'étais pas trop autorisée à lire, quand j'étais en couple et tout d'un coup, j'ai commencé à lire ça, et en fait, qui n'ont fait que me renforcer dans ce que je pensais et en fait, je suis allée voir mon éditrice en lui disant, au début, je voulais faire un livre sur la séparation, l'amour, tout ça et en fait, je lui ai dit: «Mais en fait, pourquoi je ferais pas un livre sur ce sujet qui est» voilà, aujourd'hui, le féminisme parle beaucoup des violences sexuelles et des violences, physiques faites aux femmes, mais pas de cette espèce de truc un peu nul et sournois qui est, oh, les tâches ménagères, les tâches domestiques où tout le monde se dit: «Non, mais ça, c'est bon, c'est réglé», alors qu'en fait, et puis c'est pas si important, alors qu'en fait, ouais. ça pourrit la vie, des couples, quoi Je suis tellement et d'accord avec toi. Il y a vraiment ce côté où on considère on a l'impression que c'est c'est un pas si non-sujet. grave. Ouais, c'est un non-sujet alors qu'en fait, tout ce qui se passe dans la sphère, domestique, c'est hyper important, quoi. C'est un Et ben, sujet. en tout cas, pour moi, ça a été super important. On s'est Ouais. pas du tout séparés pour ça avec le père de mon enfant, mais en tout cas, à la fin de notre relation, moi, je me disais: «Mais en fait, c'est pas possible». Je me dis: «Je me fais des films, c'est moi qui exagère» et en fait, c'est je me sentais, dans une inégalité totale et même s'il faisait des choses, il en faisait clairement pas du tout autant que moi et moi, je sentais que c'était, très injuste. Voilà, Ouais. il y avait un grand sentiment d'injustice. Surtout que moi, au départ, j'étais la meuf qui voulait pas de mec, pas d'enfant, la liberté. Je me suis retrouvée un peu, à la maison, faire la popote. «Tu rentres à quelle heure? Tu veux manger quoi?» Et tout et «Qu'est-ce qu'on fait ce week-end?» Et en fait, tout d'un coup, tu es là: «Mais en fait, à quel moment je me suis retrouvée là-dedans? Qu'est-ce qui fait que je me suis mis dans cette position? Qu'est-ce qui fait que j'ai laissé faire, accepter des choses? Qu'est-ce qui fait que lui, il ne participe pas assez? Qu'est-ce qui fait qu'il ne veut pas l'admettre assez?» et cetera. Et en fait, à partir de là, je me suis dit: «En fait, il y a quand même, j'ai regardé les statistiques et même si la plupart de mes amies, elles sont dans des relations où le mec fait beaucoup, donc c'est un grand truc, on me dit: «Ah mais moi, mon mec, il fait beaucoup». Tu es là: «Ouais, mais les statistiques en France, c'est quand même, assez criant». Voilà, je me suis dit: il faut que j'en fasse un livre» et elle m'a dit: «C'est une super idée» et du coup, je me suis plongée là-dedans, c'est tellement agréable de faire un livre quand, tu es passionnée par le sujet parce Ouais. que ça vient avec une fluidité, voilà, surtout qu'un livre, comme on sait, c'est pas ce qu'il y a de mieux payé, et du coup, il faut que ça vienne du cœur. Si tu fais ça pour l'argent, tu es mal barré. D'accord. Ah non, mais c'est Hem, intéressant ce que tu dis. ouais. Ça veut dire que même quand tu es illustratrice, connue, reconnue, en gros, c'est pas parce que tu vas faire des bouquins que tu vas gagner ta vie avec tes bouquins.
Bah, en fait, moi, je ne suis pas Pénélope Bagieux, je ne suis pas Johanne Sfar, je ne vends pas des Ouais. 30 000 exemplaires. Moi, je vends beaucoup moins en quantité d'exemplaires. Et puis, il y a tellement d'illustrateurs maintenant sur le créneau que je suis une parmi d'autres. Et donc, il y a des collabs que je fais. Par exemple, là, j'ai fait une collab avec une marque de boulangerie qui s'appelle Ghana. Oui, j'ai vu. Ils ont commandé 10 000 fèves. Elles se sont écoulées quasiment toutes en un mois. Ouais. 10 000, tu vois, alors qu'un bouquin, j'en vends pas du tout autant que ça. Ouais. Et du coup, bah, je suis payée à la hauteur du nombre de bouquins que je vends. Et en même temps, ça m'est arrivé d'être mieux payée pour des bouquins, mais ça ne veut pas dire que j'en vendais plus. Et du coup, il y avait une pression aussi de mon éditeur à l'époque qui disait il faut faire un truc plus bankable un peu, tu vois, ce n'est pas les termes qui ont été utilisés, mais moi, ça me fait chier de faire un livre dans une optique bankable. Je fais un livre parce que j'ai envie de dire quelque chose, et la preuve, c'est que j'en ai fait 6, tu vois, en 10 ans. Mais quand j'ai un sujet qui me tient à cœur, alors là, je me donne à fond les ballons. Après, bien sûr qu'il ne faut jamais oublier de faire aussi des commandes un peu commerciales pour payer le loyer, quoi. Mais pour moi, c'est important de varier des collaborations financières, commerciales, amusantes, qui ressemblent à ma ligne éditoriale, mais aussi des choses qui ont plus de sens et de contenu, peut-être un peu moins rémunératrices, mais plus épanouissantes créativement, par exemple, tu vois. Et là, avec ce livre, la Home Sweet Home, j'imagine que tu as pas mal de retours de lectrices. Enfin, je vais Ouais, dire lectrices, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lecteurs qui ont lu. malheureusement. Ouais, malheureusement, comme Ouais. tu dis. Et donc, c'est quoi? C'est des contacts par Instagram? Comment, en fait, tu arrives à discuter ou à communiquer avec tes lectrices? C'est Instagram parce que personne n'a mon mail, tu peux le trouver nulle part. Ouais, Si tu veux me contacter, c'est par mon agent. Donc, ça permet ouais. de filtrer aussi voilà, pas mal de choses. Mais en tout cas, sur Instagram, par MP, j'ai quelques mecs, non, j'en ai un ou deux qui m'ont contacté en me disant c'est super ton livre, c'est essentiel. J'étais, ah bah, ça fait plaisir d'avoir des feedbacks de mecs. Mais globalement, c'est des filles. Euh, et alors, le témoignage qui revient le plus souvent, c'est. Alors, j'en ai quelques-uns qui m'ont rendu un peu triste, qui disaient bah, j'ai voulu en parler avec mon mec, il s'est fâché, on s'est disputé. Donc, bon, t'es là, c'est un Ouais. peu relou. Et la plupart me disaient je l'ai acheté, mon mec a tordu le nez. Et au final. Je l'ai retrouvé 3 jours plus tard en train de le lire et se marrer. Et ce qui me fait plaisir, c'est de me dire qu'il y a des mecs qui se bidonnent en lisant un livre où je les défonce quand même. Ouais, Et mais du non, mais coup, oui, tant mieux. et c'est tout le propos de mon livre, c'est que j'ai voulu faire un truc drôle parce que souvent les livres féministes, ils sont juste révoltants et un peu accablants. Et j'ai même des amis qui sont très féministes et tout, mais qui se sentent très visés dès qu'on parle de féminisme. Et du coup, j'ai voulu faire un livre justement très drôle. Et je suis ravie d'entendre que les mecs, ça les fait marrer parce que même s'ils diront ouais, bon, ils admettront pas trop d'avoir ri, je sais que ça plante une petite graine, quoi. Tu vois, Ouais, et que dans ouais, leur ouais. tête, ils doivent se dire ah, j'avoue, c'est vrai que je fais ça. Et en fait, même si ça change un tout petit peu les comportements, c'est toujours ça de prix, quoi. Il y a une planche que j'ai vue, pareil en préparant l'interview qui m'a fait hurler de rire. C'est, je sais bon, tu as le personnage du livre, qui dit à son mec: «Mais arrête avec ton téléphone», tu vois? Qui a le bébé dans les bras et qui lui dit: «Mais Ouais. arrête», en gros, mais et après tu vois la même personne, mais ça aurait pu être moi d'ailleurs, j'ai trouvé ça à mourir de rire, qui est avec le bébé qui doit être, qui enfin s'est endormi et dans son lit et qui regarde son téléphone et à un moment elle lâche sans faire exprès son téléphone, le téléphone tombe sur le bébé, donc le bébé se réveille et tu as son mec qui arrive en disant: «Mais qu'est-ce qui se passe?» et la nana, c'est hyper bien fait, dit: «Mais je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis tellement marrée» parce que enfin, en tout cas, ça aurait pu être moi cette personne. Je me suis vraiment reconnue dans ce côté, «Non mais il faut qu'on arrête avec les écrans, c'est n'importe quoi, tu peux pas donner le biberon et regarder ton téléphone en même temps» et en Mais même on est temps, incohérents de mais ouf. oui. On est incohérents de ouf. Et en fait, cette histoire-là, c'est un truc qui m'est vraiment arrivé, sauf que dans la réalité, j'ai dit j'ai fait tomber mon téléphone sur sa tête parce que je ne sais pas mentir. Ouais. Et en fait, vu que j'ai admis un truc, ça l'a plutôt fait marrer. Mais j'étais mortifiée. Et en fait, je me suis dit, tiens, ça ferait une histoire drôle. Je l'ai mis je l'ai publié dans Madame Figaro et ça a beaucoup plu. Je l'ai mis sur Instagram, succès énorme parce que je pense que plein de gens se sont Mais reconnus tellement, là-dedans. ouais. Et ensuite, je l'ai mis dans mon livre Moi, maman. Mais effectivement, je l'ai vécu parce qu'à un moment, surtout quand ils sont tout petits, tu sais, entre 0 et 6 mois, tu te fais un peu chier. Au bout d'un moment, tu donnes le biberon. Au début, on était là avec mon ex, on se disait non, non, mais on n'aura pas d'écran autour du bébé. On avait déjà une loi entre nous qui n'était pas d'écran au lit. Donc, c'était super parce quand on était tous les deux au lit, on n'était pas tous les deux en train de checker notre téléphone. Et du coup, tout d'un coup, avec l'enfant, on a dit ça. Puis en fait, au bout d'un moment, tu te fais un peu chier, quoi. Et du coup, tu finis par prendre ton téléphone. Et je me souviens que j'avais fait un commentaire en disant non, mais on avait dit pas d'écran. Et un jour, je l'ai fait tomber sur la gueule, mon iPhone énorme. Mon bébé, il avait genre 3 mois, quoi. Et tout. Et j'étais là, oh putain. Et en fait, mais on est tous incohérents. Mais c'est tout comme. Ouais.
On l'a évoqué plus tôt, mais tout comme on adore nos enfants, mais aussi quand on doit s'en occuper parce qu'il y a une grève ou la maîtresse est malade ou il y a le Covid, et ben, au bout d'une semaine, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils se cassent. Enfin, tu vois, Ouais, c'est très ambivalent comme exactement. sentiment. La parentalité, c'est les personnes qu'on aime le plus au monde, mais qui parfois nous saoulent le plus au Ouais, monde aussi, tu exactement. vois. Non, mais c'est Mm. génial de pouvoir de rigoler sur nos contradictions. Je trouve ça. Mais on en a Bravo pour ça, plein. quoi. Bah, en fait, justement, j'ai voulu le faire un moment parce que, tu vois, je suis végétarienne, mais je bosse pour McDo, par exemple, tu vois. Et du coup, Ouais. j'en ai fait un truc sur Instagram l'autre jour en disant, voilà, je suis écolo alors que j'ai bossé pour Evian. Donc, ça veut dire qu'il y a des milliers de bouteilles avec mes dessins dessus dans la nature, tu vois. Et en fait, il y a un moment où on est tous incohérents, en fait. Et il vaut mieux en rire, non? Je sais pas, tant que tu fais de ton Ouais, mieux d'un c'est côté et que tu vrai. arrives à rire. Je crois que ce qui est pire, c'est les gens qui se prennent au sérieux. Je connais des véganes super, super véganes, mais qui achètent du Nike et du Zara sans savoir que c'est fait par les petits Ouïghours. Ouais, Et en fait, me fais pas des leçons de morale. ouais, Enfin, c'est clair. il faut être bienveillant les uns envers les autres et surtout être un peu éveillé sur ce qui existe et avoir conscience de ce qu'on fait, quoi. Juste. Et maintenant, ce truc de la charge mentale, donc maintenant, même si vous n'êtes pas séparés à cause de ça, tu es maman solo. Comment ça Ouais. se passe ta vie de maman solo? Est-ce que bah, tu me disais en intro que c'était une garde partagée? Ouais, C'est une semaine. ouais. Comment ça va? C'est mieux pour toi? Enfin, la charge mentale, est-ce qu'elle est mieux partagée? Parce que je sais qu'en lisant certains témoignages, tu as des femmes qui vont te dire, mais non, même pas. Et Ah comment non, mais c'est c'est pour un toi? partage d'une équitabilité, je ne sais même plus parler français, d'une équité parfaite. Ouais. Une semaine. Après, il y a de la souplesse, c'est-à-dire que c'est déjà arrivé que je dise, ah, ce soir, je ne sais pas, je suis interviewée pour un podcast ou ah, tiens, j'ai besoin de faire un truc, est-ce que tu peux le prendre un jour plus tôt ou je suis vraiment fatiguée, est-ce que tu peux. On s'arrange entre nous. Mais après, on essaie de pas trop le faire pour pas que ça pèse sur l'un ou sur l'autre, que ce soit toujours l'un ou toujours l'autre. Mais il y a de la souplesse, bien sûr, dans nos plannings. Là, par exemple, son père avait le Covid la semaine dernière, je m'en suis un peu plus occupée. Mais voilà, on n'est pas non plus au millimètre près. Mais de toute façon, quand tu es parent solo, tu n'as pas le choix. Ouais. Et l'un et l'autre gèrent leur. C'est plus enfin, son espace domestique à lui, ce n'est plus mon problème. Mais je veux dire, quand il m'envoie des photos de mon fils, je vois que son appart, il est nickel. Je sais qu'il lui fait une diversification alimentaire bien plus que moi, qu'il lui donne des pâtes et des champignons parce que c'est tout ce qu'il bouffe. Lui, il lui cuisine des vrais trucs, il lui fait des purées de brocolis, des machins. L'autre jour, il lui a fait des gyoza. Non, mais s'il te plaît. Moi, je ne fais pas ça. Et en fait, maintenant, il pense à tout. Maintenant, même pour la rentrée en école maternelle, il a rempli des documents administratifs sans que j'ai besoin de lui demander. Et maintenant, il fait tout. Ce n'était pas le cas avant. Mais le fait qu'on se soit séparés et qu'ils doivent prendre complètement en charge sa part et moi la mienne, il n'a pas fait comme pas mal de mecs font. J'entends en tout cas beaucoup ce schéma qui est on s'est séparés et il s'est remis direct avec une meuf et ils ont vécu ensemble et c'est la fille qui a pris le relais. Oh, mais quelle horreur! Euh, Mais quelle horreur! Ouais, Oh non, mais ouais. quelle Non, horreur! mon ex, il n'a pas fait ça. Il s'est Ouais, retrouvé quelqu'un, mais elle ne fait pas ça. ouais. Elle ne fait pas ça. Donc c'est très chouette. Et puis surtout, on s'entend aujourd'hui, bah, maintenant que tout est passé en termes de rancœur et de machin et tout, en tout cas pour ma part, on s'entend très très bien. Et en Ouais. fait, c'est super parce qu'on peut se focaliser sur la parentalité et son éducation. Et on se voit souvent, on rigole. Notre fils, il nous a connus plus souvent euh, séparés qu'ensemble. Et je pense que c'est très cool de voir que, tu vois, on n'a jamais mal parlé l'un de l'autre à notre enfant. On ne s'est jamais servi de notre enfant pour quoi que ce soit. C'est pour ça, d'ailleurs, on s'est séparés en très bonne intelligence. Et ça fait plaisir d'avoir un bon coparent, parce que, je veux dire, c'est quelqu'un que je vais connaître vieux monsieur, il va me connaître vieille dame. Donc, même si on n'est plus un couple, tu as intérêt à avoir une bonne relation quand même, tu vois. Ouais, ouais, complètement. Et donc là, bon, je vois que ça fait déjà 50 minutes qu'on discute ensemble. Euh, mais c'est tellement, j'adore. Et c'est quoi tes projets? Tu m'as dit que tu venais de finir ton prochain livre? Non, c'est pas Non, ça? alors j'ai fini mon livre, il est sorti en octobre. Là, tout de suite, Ouais, j'ai pas de projet de bouquin. ouais. Parce que j'ai pas envie. Là, je viens de terminer différents trucs pour des clients. Et j'ai un truc qui sort en février, tu verras. D'accord, Euh, J'aimerais bien faire un livre pour enfants, mais j'ai besoin d'avoir une intuition. Et du coup, pour l'instant, j'ai pas cette intuition. Et je d'accord. prépare une série animée, donc je peux pas encore en parler plus que ça, malheureusement. Mais je prépare une série animée avec une chaîne très, très cool, sur un sujet très, très cool, avec quelqu'un de très, très cool. Mais tout ça est très confidentiel pour l'instant. D'accord. Et normalement, ça sortira, on espère, fin 2022, peut-être début 2023, mais en tout cas, on espère fin de cette année.
Et ça, c'est un projet sur lequel on bosse depuis un moment Ouais. avec mon ami auteur. Et ça va être assez excitant à partager. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Mais en tout cas, c'est la première fois que je fais une série d'animation. Et c'est assez excitant. Voilà. Donc, j'ai assez envie de focaliser là-dessus. Et puis, bien sûr que j'ai envie de faire plein d'autres choses. Il y a plein d'autres marques avec qui j'ai envie de collaborer. J'ai envie de faire des livres pour enfants, peut-être faire d'autres séries animées, peut-être faire d'autres bandes dessinées. Voilà, mais comme tu as pu voir, j'ai fait 6 romans graphiques, il n'y en a pas un qui est sur le même sujet. Ouais. Donc, j'ai besoin que le sujet me vienne comme une évidence. Et là, pour l'instant, je n'ai pas de sujet qui me… Tu vois, depuis octobre, depuis que le livre est sorti, je n'ai pas vécu de choses tellement extraordinaires que j'ai besoin d'en faire un bouquin, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, là, le mot dernier, c'était sur l'absence de parité dans l'espace domestique parce que je m'étais séparée. Avant ça, c'était un livre sur le fait que je suis devenue maman alors que je ne pensais pas devenir mère. Donc, en fait, là, le jour où il m'arrive à nouveau un truc un peu fort dont j'ai envie de parler, je le ferai. Mais voilà, il faut que ça vaille le coup. Il faut que le sujet m'intéresse suffisamment pour y consacrer presque un an, tu vois. On va passer aux petites questions de la fin. Alors, je ne sais pas si tu connais Annick Cogent, elle est journaliste au Monde, elle fait des portraits de femmes et elle pose toujours cette question, ça a d'ailleurs même donné un livre. Elle demande à ses invités de compléter « Je ne serais pas arrivée là si… ». Alors, à ton tour de compléter cette phrase, Tiffany, « Je ne serais pas arrivée là si… ». Si je n'avais pas autant osé. Qu'est-ce qui t'anime? Tout. Je suis très, très animée comme personne. Je me souviens d'une thérapeute que j'ai vue qui, la première fois que je l'ai vue, m'a demandé si j'étais sous drogue. Et j'étais là, bah non, et j'ai éclaté de rire. Mais ouais, je suis animée par à peu près 15 milliards de trucs. Je suis quelqu'un de très animé. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer? Ah là là, tellement de choses aussi. Alors clairement, le sexisme, les violences faites aux femmes, ça peut me rendre ouf. Le patriarcat, les hommes qui prennent les femmes de haut. Ouais, globalement, tout ce qui est domination masculine peut me hérisser. Violence faite aux femmes et aux enfants, alors ça peut me rendre dingue. Ouais, globalement, surtout ça, ouais, je crois. Et est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de Genre de fille? Ah ah. Ah ah. Je réfléchis. Ouais, il y a une illustratrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Kay Lam, qui est une illustratrice d'origine chinoise qui a fait un livre dernièrement qui s'appelle Les saveurs du béton. Et qui est une fille que j'ai rencontrée. En fait, elle a fait un livre pour enfants que mon ex a acheté à mon fils. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert son travail. Et en fait, on s'est rencontrés, on est devenus copines, quoi. Et en fait, quand on discute, ça dure des heures. Et c'est une fille passionnante et aussi très animée par un milliard de choses. Et un parcours très intéressant d'artiste, de femme. Enfin, une fille passionnante. Donc, je pense que ça peut être intéressant. D'accord. Ouais. Et la question de la fin, quel genre de fille es-tu, Tiffany? Oh, quel genre de fille je dirais combative. Combative, ouais, je dirais. Pleine de ressources, je sais pas. Les gens disent souvent que ils sont toujours étonnés par la façon dont je rebondis. Je suis un peu une balle rebondissante, on va dire. D'accord. Voilà. C'est le mot de la fin. Eh ben, c'était un très beau mot de la fin. Merci Tiffany Merci à toi. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Fille sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Fille, suivez-moi @Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!